Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la perversion narcissique dans cette série Les 50 nuances de maltraitance. Donc tout de suite, pour rappel, voilà, je suis Céline, thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute et j'accompagne de nombreuses personnes autour de la perversion narcissique. Important de redéfinir la perversion narcissique de manière simple tout de même. La perversion, c'est utiliser le bien pour faire le mal, et le narcissisme, c'est un autocentrage complètement exacerbé qui pousse une personne à faire toute chose, à avoir une intention en toute chose qui va lui être bénéfique, à avoir des actions qui sont bénéfiques pour elle, quitte à ce que tous les coups soient permis. La difficulté, la complexité de la perversion narcissique, c'est que c'est un ensemble de comportements tout à fait concomitants, c'est-à-dire qui s'exécutent en même temps. Alors vous ne subissez pas les 50 comportements en même temps, mais ils sont en cours d'une manière ou d'une autre. Vous avez une culpabilisation qui est sûrement en cours, peut-être que vous êtes en train de subir une triangulation, mais peut-être pas. Vous pouvez avoir une attitude de la personne qui va être complètement trompeuse. L'attitude, par exemple, qui est très trompeuse, c'est celle de gentillesse. Voilà. Quelqu'un qui va utiliser le masque de la gentillesse va pouvoir passer beaucoup plus de manipulation. Alors, j'irai pas plus loin sur cette introduction. Aujourd'hui, nous allons parler des parents du pervers narcissique, et non pas pour dire en quoi le parent sera responsable de la perversion narcissique, mais pour classifier un petit peu une constatation des faits, des différentes catégories de parents, pervers narcissiques, empathiques, quand il y a deux parents pervers narcissiques, quand il n'y en a qu'un seul, quand les deux parents sont sains. Alors il y a tout un ensemble de vidéos, j'avance pas à pas, plus ou moins vite. J'ai vraiment à cœur de former une bibliothèque de ces 50 nuances de maltraitance et d'ajouter toute vidéo autour qui sera nécessaire, et également de vous accompagner. Donc il y a déjà des personnes parmi vous qui m'ont contacté pour des accompagnements individuels ou des détections, à savoir suis-je pervers narcissique finalement ou pas. Il y a déjà des possibilités dans ce sens, et je vous proposerai, voilà, si ça vous intéresse, de faire des ateliers, on va dire, de transformation de soi, c'est-à-dire d'installation des antennes, de déploiement d'une protection. Et ce sont des outils que je pratique toutes les semaines avec les personnes. Ce sont des outils qui nous viennent des neurosciences, hein, ce n'est pas un travail personnel basé uniquement sur la parole. Il y a vraiment des choses à aller faire pour provoquer la transformation, pour rester soi, rester sain et effectivement se sentir plus en confiance, plus solide, et en même temps du coup plus clairvoyant, comme si les antennes étaient là et en protection, et du coup de pouvoir échapper aux choses difficiles. Commençons avec les parents du pervers narcissique. Il est tout à fait difficile d'étudier les parents. Tout d'abord, c'est important de le dire, puisque bien souvent on va voir le pervers ou la pervers narcissique, mais les parents du ou de la pervers narcissique sont souvent à distance, ou par définition même du processus de perversion narcissique, vous n'allez pas forcément les rencontrer, puisque le pervers ou la pervers narcissique isole sa victime. Donc dans le fait d'être isolée, elle ne va pas vous faire souvent rencontrer les parents. Donc ce sont bien des personnes difficiles à étudier, et on ne peut pas étudier les parents du pervers narcissique au travers de ses propres propos à lui. Parce que ces propos peuvent être tout à fait dissonants en fonction de ce qu'il a envie de faire avec vous, du message qu'il a envie de vous passer. Il peut très bien à certains moments être en train de vous dire mes parents ne s'occupaient jamais de moi, j'ai été un enfant comme abandonné, je n'ai d'ailleurs pas de souvenirs vraiment concrets avec eux, et ponctuer, jalonner finalement aussi d'autres moments où il va vous dire qu'il était en pleine complicité avec son père quand il faisait telle ou telle chose, par exemple du jardinage ou du bricolage ou de la mécanique, ou de passer des moments à la cuisine avec sa mère qui lui aurait transmis tous ses secrets, et vous allez avoir comme ça des choses très dissonantes. Alors on peut tous avoir des choses et des arguments un petit peu dissonants, mais là, pour toute personne qui a été victime de la perversion narcissique, vous voyez sûrement bien de quoi je parle. Ce discours de fond où ils vont dire que les parents étaient complètement absents,
mais qu'à certains moments, effectivement, la mère était comme un pilier ou comme une personne tout à fait idéalisée. Donc c'est très difficile, encore une fois, de se sortir du discours du pervers narcissique. Donc on va là aussi s'éloigner de cette façon d'analyser les parents du pervers narcissique. On va s'éloigner du discours du pervers narcissique pour analyser les parents. Je voulais revenir sur une théorie qui a été amplement du coup étudiée, qui consisterait à dire que c'est la mère, par son comportement, qui aurait renforcé la personnalité de perversion narcissique. Alors pour ma part, je ne m'inscris pas du tout dans la lignée de cette théorie, pour plusieurs raisons. C'est que la perversion narcissique, c'est une personnalité tout entière. Une maman qui serait par exemple complètement à distance, qui ne serait pas proche de son enfant, ne va pas pouvoir à elle toute seule créer une personnalité de perversion narcissique. La personnalité était créée bien avant les comportements de la mère. D'ailleurs, il y a dans cette veine, dans les années auparavant, et jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a quelques années, 2011, donc du coup jusqu'à il y a 10 ans en arrière, voilà, dans les caractéristiques d'autisme, on pouvait encore retrouver il y a une dizaine d'années des théories qui venaient dire que l'autisme venait du fait qu'une maman n'avait pas donné d'attention à son enfant, qu'elle ne l'avait pas regardé, pas porté, pas cajolé, elle ne lui avait pas parlé, et que du coup ça avait fait des enfants autistes. Heureusement, à aujourd'hui, cette théorie n'existe plus. De nombreuses études ont été faites sur l'autisme. C'est bien plus vaste que ça. L'autisme, ce ne sont pas les parents qui créent l'autisme chez leur enfant. C'est vraiment des choses que l'on connaît aujourd'hui. Le professeur Montagnier a beaucoup travaillé sur l'autisme. Le professeur Montagnier est un spécialiste, un infectiologue, éminent professeur. Et voilà, on s'éloigne bien de la théorie d'origine qui revient à culpabiliser les mères. Donc autant les mères ne sont pas responsables de l'autisme de leur enfant, autant elles ne sont pas responsables non plus de la perversion narcissique de leur enfant. Ce qui se dégage aussi en France, c'est une difficulté à poser des diagnostics. C'est quelque chose que l'on retrouve moins aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à poser des diagnostics jeunes. Par exemple, les enfants avec qui je travaille, qui sont autour de l'adolescence, 12, 13, 14, 15 ans, qui ont eu des diagnostics d'autisme Asperger, auraient aimé avoir ce diagnostic plus jeune. Parce qu'ils disent, comme ça, j'aurais appris à me connaître avant et j'aurais pu m'adapter encore mieux. Maintenant, il est bien évident qu'on ne peut pas faire la même chose avec la perversion narcissique. Parce que là, l'étiquette est beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile et surtout beaucoup plus noire et dans l'idée de manipulation. Donc quand je travaille avec des parents ou des proches dans une famille, voilà, si je travaille avec une famille dans laquelle il y a un enfant qui est touché par la perversion narcissique, je vais travailler avec le parent ou un proche qui va acquérir tous ces outils d'antenne, de mise à distance, de mise en protection, finalement afin de diminuer les comportements de manipulation de son enfant. Et voilà, donc du coup, après j'ai des retours par différents biais que cet enfant effectivement va s'apaiser. Et que toutes les personnes qui côtoient cet enfant finalement trouvent que ça va. Donc on peut vraiment travailler avec les jeunes enfants que l'on peut identifier pervers narcissiques afin que la perversion narcissique devienne moins cruelle, moins difficile, que tous les ressorts qui font que plus ils vont vers la cruauté, plus ils continuent d'y aller, on peut faire que si on travaille sur un des parents, au moins, on va s'extraire de ces comportements et finalement l'enfant va être beaucoup plus apaisé et moins cruel. Voilà, c'était un point important pour parler des parents sains de l'enfant pervers narcissique. Et là, je parle de l'enfant qui est adolescent dans ce cas-là. Alors, puisque je parlais de parents sains, continuons avec ces parents sains de l'enfant pervers narcissique. Parlons de parents sains, d'adultes pervers narcissiques. Pour être clair, dans leur enfance, les enfants étaient pervers narcissiques,
mais les étiquettes n'étaient pas posées. Ces enfants sont devenus adultes, donc là, on sait qu'ils sont pervers narcissiques, et des études ont été faites auprès des parents de ces personnes devenues adultes. Du coup, c'est avéré qu'ils sont pervers narcissiques, mais au moins, l'étiquette n'avait pas été posée franchement pendant l'enfance. Et ces parents sont interrogés, ces parents sains, et ils peuvent vous certifier que dès les premiers mois de vie, eux-mêmes n'arrivaient pas à entrer en relation avec leur enfant. En fait, c'est quelque chose qui les a surpris eux-mêmes, qu'il n'y ait pas de capacité à se brancher au regard de l'enfant, que l'enfant soit fuyant, qu'il soit peu souriant. Et quand après ils ont avancé dans la vie, ces enfants sont restés fuyants, distants, et peut-être même au fur et à mesure qu'ils commençaient à faire des manigances, des sales coups, tirer les cheveux, enfin tout un ensemble de choses avec froideur. Hein, parce que tous les enfants peuvent jouer à se tirer les cheveux, on est bien d'accord qu'on a bien le droit de jouer. Mais là, les parents eux-mêmes étaient surpris, et comme c'est difficile de voir son enfant faire ça, il est difficile de partager ça avec d'autres parents, donc ils se retrouvaient à être complètement piégés, anxieux, dans l'interrogation, dans l'incompréhension des fonctionnements de leur enfant, et que tout cela, finalement, ils l'ont subi tout le long de la vie de leur enfant jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et une fois adultes, ils continuent de ne pas comprendre leur enfant et le fonctionnement de cet enfant. Donc des comportements que ces parents sains ont pu observer, effectivement dire, on ne comprenait pas pourquoi il était toujours en train de maltraiter sa sœur. On ne comprenait pas pourquoi il était capable de la pousser dans les orties ou les débris de verre. On ne comprenait pas une sorte de cruauté, de froideur. Et en fait, il avait cette froideur envers chaque autre enfant. D'ailleurs, il n'avait jamais d'amis, il n'entrait en relation avec personne. Et nous-mêmes, en tant que parents, on n'arrivait pas à le câliner, avoir des conversations, lui parler, avoir une véritable relation. C'était extrêmement complexe. Et on a vu au fur et à mesure des années cette froideur et une certaine cruauté s'installer, s'intensifier jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et aujourd'hui, cet enfant, c'est compliqué pour nous. Déjà, il y a aussi un petit peu de culpabilité, de honte et plein d'autres émotions. Ça reste toujours complexe d'avoir à gérer cet enfant devenu adulte. Alors, dans un autre cas de figure, vous pouvez avoir deux parents pervers narcissiques, et s'ils ont eu plusieurs enfants, il peut y avoir parmi ces enfants un enfant qui deviendra plus cruel, dont on n'est pas sûr qu'il soit pervers narcissique, en tout cas personne ne l'aura identifié comme tel, parce que c'est quand même quelque chose qui est difficile à identifier. Et puis il va y avoir d'autres enfants dans la fratrie qui seront eux empathiques, et vous allez avoir du coup les enfants empathiques qui vont subir la cruauté des deux parents pervers narcissiques. Et s'il y a un enfant pervers narcissique, il va subir aussi leur cruauté, mais lui-même va appliquer sa cruauté sur les autres membres de la fratrie. Ça peut bien passer sous les radars, c'est un comportement classique aussi du pervers narcissique de passer ses coups sous le radar. Alors il y a différentes façons, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc vous avez ces cas de figure où vous avez les deux parents pervers narcissiques qui vont avoir un enfant pervers narcissique et peut-être un enfant empathique, ou que des enfants empathiques. C'est un cas de figure possible. Dans le cas où les deux parents sont pervers narcissiques et que vous êtes un enfant empathique dans cette situation, vous allez subir des choses compliquées qui peuvent même relever, on va dire, du droit pénal, de la procédure pénale, parce que il est question des fois de sévices graves. En tout cas, la destruction psychologique se fait à petit feu, avec de la maltraitance, de la culpabilisation, tous les ressorts de la perversion narcissique. Si en plus vous avez un frère ou une sœur pervers narcissique, là votre vie est un véritable enfer au quotidien, et il n'y a pas moyen d'aller chercher de l'aide, ce n'est pas facile si vous avez vos parents et des membres de la fratrie. Et j'ai travaillé avec une jeune personne qui a subi ça. C'est abominable, c'est tout simplement abominable, et la situation est complexe. Et bien souvent, ce qui va se produire, c'est que ce sont des personnes qui vont quitter le domicile à la majorité ou juste avant la majorité. Je
connais plusieurs personnes comme ça qui ont quitté le domicile vers l'âge des 17 ans. Soit en partant dans un refuge, c'est-à-dire chez des beaux-parents, les parents d'un amoureux, soit de partir et carrément aller vivre à la rue, vivre dans la rue. Vous avez le cas de figure aussi, des fois où il y a un parent pervers narcissique et l'autre parent qui est empathique, qui peut être une infirmière ou en tout cas quelqu'un qui est extrêmement généreux, doux, tendre, attentionné. Donc que ce soit le père ou la mère qui soit empathique, l'enfant va pouvoir être protégé, du moins partiellement, par ce parent. Et ça va quand même être difficile parce que l'autre parent qui est pervers narcissique va faire du mal à la fois à sa compagne et aux enfants. Puisque les ressorts de la perversion sont d'utiliser le bien pour faire le mal. Et c'est encore une fois pas parce que ce sont les enfants que le pervers narcissique va les protéger. Dans les parents, vous pouvez avoir aussi le cas où vous avez un pervers narcissique et l'autre parent qui est violent. Dans ce cas-là, on est vraiment dans un script de la maltraitance. On a le script de la violence où en fait le pervers narcissique ou la pervers narcissique va se faire passer pour quelqu'un de gentil et va utiliser l'autre parent, le parent violent, qui n'est pas forcément pervers narcissique mais qui est violent, va l'utiliser comme un bras armé. C'est arrivé, j'ai vraiment entendu de nombreuses fois lors de stages thérapeutiques où finalement des personnes expliquaient que toute la journée elles étaient avec leur mère à la maison. Donc comme des enfants, ils peuvent être turbulents, faire des bêtises, une journée normale. Et le soir, quand le père rentrait du travail, la mère faisait son rapport au père et c'est le père qui passait dans les chambres distribuer les coups. Et en fait, si vous ne travaillez pas sur vous, vous ne vous rendez pas forcément compte de qui est violent. Ou ça, vous savez dire que votre père est violent, que vous le détestiez, qu'il vous a frappé tout le long de votre enfance, ou à certains moments, ou au moment des devoirs par exemple. Mais il faut déchiffrer que dans la situation, il y a la mère, dans ce cas de figure, qui finalement vient dire à son mari le soir quand il rentre, un tel a fait ci, a fait ça, et pendant qu'il distribue les coups, la mère, dans ces exemples que j'ai connus en stage thérapeutique, la mère restait dans la cuisine à lire son journal ou voilà, ne faisait rien. Donc du coup, c'est une prise de conscience extrêmement difficile de se dire, là, j'avais deux parents finalement dysfonctionnels. J'avais vu que mon père l'était de par sa violence, mais ma mère finalement était complice, soit de façon active, soit de façon passive. Donc c'est une situation tout à fait douloureuse qu'il est vraiment important de travailler et vraiment d'aller identifier doucement, avec douceur. Un autre cas de figure, c'est le cas de la belle-mère pervers narcissique. Vous pouvez tout à fait avoir une petite famille avec le papa, les deux enfants, et puis il y a une belle-mère qui arrive dans votre vie. Au début, elle est tout à fait gentille, patiente, et elle s'occupe de vous. Et puis, au fur et à mesure, s'installe tout un ensemble de mécanismes très complexes, avec peut-être beaucoup de paranoïa. Cette personne va voir des complots un peu partout, ou alors elle va beaucoup dénigrer les enfants, se plaindre de leurs attitudes et relever des problématiques quasiment quotidiennes auprès de son compagnon, donc du père des enfants. Et les enfants vont se retrouver dans une situation qui est extrêmement complexe, puisque déjà les adultes ont du mal à identifier la perversion narcissique parce que c'est tellement fou ce processus qu'on ne peut pas deviner que ça existe. Donc des enfants n'ont absolument pas les moyens. Le cerveau, encore une fois, il est mature à 20-21 ans. Donc vous imaginez bien que tout ce qui précède dépasse amplement les capacités d'analyse, de remise en question des enfants. Donc les enfants subissent la perversion narcissique d'une belle-mère, si c'est la belle-mère pervers narcissique, et inversement bien sûr, si c'est le beau-père qui est pervers narcissique. Et puis il y a le cas où on peut rien dire sur les parents. Je donnerai un exemple pour ma part qui a toujours été troublant. Ça s'est passé quand j'avais 9 ans, 10 ans. Je vivais en Afrique avec mes parents, au Nigeria, dans ce beau pays.
Et nous étions dans un camp d'expatriés, il y avait toutes les nationalités. Donc chaque famille habitait dans une maison différente. Et pour ma part, j'appréciais beaucoup un petit garçon, je l'appréciais beaucoup, jusqu'au jour où je l'ai trouvé donc, dans le camp, en train de jouer avec son frère, à faire des choses diverses et variées sur les grenouilles, sur les lézards. Et j'étais moi tout à fait horrifiée. Et je les voyais, ces deux frères, en train de faire des expériences sur les grenouilles et sur les lézards. Et ils jubilaient pendant qu'ils faisaient ça. Donc il y avait vraiment, on peut le dire, une cruauté à le faire. Et je me souviens déjà intérieurement de m'être dit, si à leur âge, c'est-à-dire 8-9 ans pour eux également, ils sont capables de torturer des grenouilles, des lézards, à l'adolescence, peut-être se mettront-ils à torturer des chats, des chiens, et à l'âge adulte, ils vont torturer des gens. J'avais déjà cette peur, en fait, ils m'ont déjà fait peur à ce point. Et ces jeunes gens, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ensuite, parce que nous sommes rentrés en France de manière rapide et c'était imprévisible. En tout cas, si je reviens sur le thème les parents, vous voyez, ces parents-là, je ne les connaissais pas. Et c'était troublant puisqu'en fait, dans le camp, on connaissait tous les parents, toutes les petites familles, sauf eux. Ils restaient toujours chez eux, ils ne participaient pas aux activités de repas, jouer aux cartes, voilà, tous les parents de toutes les nationalités partageaient des activités à différents moments, non pas que tout le monde était tout le temps ensemble, mais je ne connaissais pas ces parents. Je n'ai jamais mis les pieds dans leur maison. Ce sont vraiment des personnes qui restaient repliées chez eux. Donc, on ne peut pas en faire de déduction, mais voilà ce qu'on a comme information. C'est deux petits garçons à 8-9 ans qui font déjà des tortures sur animaux et des parents qu'on ne voit jamais, avec qui il n'y a aucune communication. Donc, comment se déroulait le huis clos ? Effectivement, on n'en sait rien. Mais voilà, ça aiguise toujours ma curiosité et j'espère que par la suite, ces petits garçons, finalement, se sont pris de passion pour d'autres sujets et que ce sont devenus de belles personnes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, c'est les différents parents de pervers narcissiques. Alors soit deux pervers narcissiques, soit un seul, soit un beau-père, soit une belle-mère, soit des parents sains. Voilà les différents cas de parents autour de la perversion narcissique. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a renseigné. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et continuez votre chemin pour aller vers la compréhension. C'est extrêmement important de monter en compétence sur ces sujets de perversion narcissique et puis également de travailler sur vous pour aller provoquer des changements qui font que vous êtes désormais conscient et dans vos rencontres, vous êtes alerté des personnes qui sont plutôt bonnes pour vous et puis de ce qui finalement semble ne pas résonner positivement pour vous et de passer votre chemin quand c'est le cas. Donc de pouvoir vous éloigner de toute toxicité dans votre vie. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo dans la série Les 50 nuances de maltraitance. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche grise pour être informé des vidéos suivantes et à laisser un petit pouce pour me soutenir sous la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.